Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Cécile Duflot, aujourd'hui directrice générale d'Oxfam France, pour échanger sur l'adaptation au changement climatique. Madame Duflot est accompagnée de Madame Élise Nakarato, responsable des campagnes et du plaidoyer climat. Madame la directrice générale, Madame la ministre, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Celle-ci s'inscrit dans la démarche que notre bureau a souhaité développer, visant à étudier de manière approfondie la question de l'adaptation au changement climatique afin de renforcer son appréhension par les politiques publiques, les acteurs privés et les citoyens. L'enjeu, nous le savons, est crucial alors que les effets du réchauffement sont déjà très perceptibles. Nous consacrons ainsi une série d'auditions à la question du financement, par lequel les besoins sont considérables. Nous lançons également une mission d'information sur l'adaptation au changement climatique et l'aménagement du territoire, dont la constitution est imminente. Chers collègues, préparez-vous à candidater. Il m'a semblé important que nous puissions également entendre à ce stade la voix d'acteurs du milieu associatif. L'association que vous dirigez est membre d'un réseau présent dans 85 pays et son engagement pour la justice climatique passe par une attention particulière au financement de l'adaptation par les pays du Sud. Au niveau national, vous êtes membre du RAC, du réseau Action Climat, et vous avez engagé un grand chantier sur l'adaptation au changement climatique, y compris sous l'angle de l'impact pour nos territoires. Ces travaux devraient se traduire, si je m'abuse, prochainement par une publication. Pouvez-vous nous présenter les grands axes que vous avez suivis et en particulier la manière dont vous prenez en compte l'articulation de ces différentes échelles? Oxfam France déplore un retard dans les politiques d'adaptation en France, au vu de l'expertise qui vous paraît largement disponible. Quels sont vos liens, notamment avec le monde de la recherche, et quelles sont les mesures que devraient, selon vous, trouver place en toute priorité dans le projet PNAC, le Plan national d'adaptation au changement climatique? Je ne serai pas plus long, Madame la Ministre, je vous laisse la parole, et par la suite, les orateurs de groupe auront l'occasion de vous questionner. Madame la Ministre, je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, merci de m'accorder de votre temps pour parler de ce sujet qui, je crois, est un des sujets majeurs et qui est la deuxième face d'une réalité difficile que nous aurons tous à affronter, qui est celle des conséquences du dérèglement climatique. Et j'insisterai particulièrement sur ce que nous appelons les conséquences sociales du dérèglement climatique. Le terme adaptation, qui est donc le terme à l'ordre du jour de vos travaux, est un terme qui nous semble un peu trompeur, est un terme qui aussi est porteur sans doute d'une erreur d'appréciation, parce que quand on entend adaptation, on n'est pas très inquiet. On n'est pas très inquiet parce que s'adapter, c'est quelque chose qui est le propre de l'être humain, qu'on a toujours su le faire et qu'on saura le faire. Sauf que l'adaptation au dérèglement climatique, ce sera pour une bonne part du deuil, c'est-à-dire la disparition de certains de nos modes de vie, la disparition de certains de nos espaces naturels, la disparition de certaines de nos activités. Aujourd'hui, les effondrements qu'on constate en montagne, le débat autour du ski est un débat récurrent, mais on sait que on peut imaginer la disparition de certaines vallées, l'obligation d'évacuer certains territoires. On le connaît au travers de la submersion marine et de l'élévation du niveau des mers, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui vont devoir être pris en considération. Il faut d'abord savoir, et c'est pourquoi nous avons décidé de publier, vous l'avez dit, Monsieur le Président, en juin, un rapport sur ces questions d'adaptation et en particulier sur les conséquences sociales et l'aggravation des inégalités provoquées par le changement climatique, parce que c'est un peu un point aveugle à la fois des travaux publics. Le dernier plan national d'adaptation au changement climatique a trouvé son terme en décembre 2022. Le suivant, celui sur lequel
Le gouvernement travaille actuellement, aurait dû être publié en 2023 et le plan précédent n'était pas ni opposable bien sûr, ni très engageant. C'était une liste de mesures à envisager, de rapports à demander, de réflexions. Mais il n'y avait absolument pas de dimension opérationnelle. Et notre inquiétude, c'est que dans le plan actuellement en discussion, il n'y aura pas davantage de dimension opérationnelle ni de dimension opposable. Alors que la réalité des conséquences du changement climatique va toucher très fortement le territoire français. La France est un des pays d'Europe, sinon le pays d'Europe le plus exposé aux conséquences du changement climatique, parce que nous disposons d'un littoral très important, parce que ce littoral accentue le risque des évolutions de pluviométrie majeures qui sont la conséquence la plus immédiate du changement climatique. Et enfin, parce que l'implantation de nos logements et l'époque de construction, qui est une époque de construction où ces préoccupations n'étaient que peu prises en compte, fait qu'une grande partie de la population va être très exposée. La question du logement étant le centre des conséquences immédiates en matière de changement climatique. Mais plus largement, nos équipements publics, et en particulier les équipements publics de santé et d'éducation, notamment les hôpitaux, seront très vulnérables à une échéance qui est une échéance de temps rapprochée. Je pense particulièrement aux écoles maternelles. Les écoles maternelles de 4 départements, la Gironde, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône et Paris, sont dans 100% des cas, c'est-à-dire toutes les écoles maternelles, exposées à horizon 2035 à des vagues de chaleur de 35 degrés. Donc ça veut dire que tous les enfants de ces écoles maternelles de ces 4 départements extrêmement peuplés ne pourront pas aller à l'école pendant de longues périodes. Et si on continue de les envoyer à l'école, on sait que sur des corps petits, puisque les enfants à l'école maternelle ont entre 3 et 5 ans, les conséquences sur leur développement cognitif, sur leurs apprentissages et même sur leur santé peuvent être très négatifs. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas du tout ici d'être alarmiste, il s'agit simplement d'être lucide. D'être lucide et d'être en capacité de, et je pense que c'est votre travail en particulier au sein de cette commission, sur ce que ça signifie en matière d'engagement des collectivités locales, mais aussi en matière d'engagement de l'État. Je sais que vous avez auditionné les assureurs avant de m'avoir écouté. Et je trouve ça très intéressant que ce soit les premiers à être auditionnés parce qu'on a coutume, face à certaines difficultés, de regarder les choses les yeux ouverts quand on est face à une difficulté immédiate. La difficulté immédiate qui va arriver, ils vous l'ont dit, c'est que les modes de calcul de risque des assureurs sont complètement bouleversés par le dérèglement climatique et que le bouleversement de ces modèles mathématiques va rendre sans doute une partie du territoire français inassurable. Quand je dis du territoire, c'est en particulier des particuliers, justement. Et que donc, quand vous aviez normalement un risque inondation qui était d'un tous les 100 ans et qu'il devient un tous les 2 ou 3 ans, évidemment, on n'est plus du tout sur le même modèle de risque. Donc il faut absolument être en capacité d'anticiper cette réalité. Je dis que nous avons été longuement dans le déni. Aujourd'hui, l'hôpital de Nantes, qui est actuellement en cours de construction, est dans une zone inondable, qui était une zone inondable millénaire dans le plan de prévention des risques d'inondation de 2014, et qui peut-être va l'être de manière biannuelle, triannuelle, en tout cas moins que décennale, ce qui est, pour un investissement d'1,250 milliard, déraisonnable. Donc, ce que nous essayons de faire en préparant ce rapport, c'est de donner des chiffres et une lecture très simple des implications du dérèglement climatique. Je le dis ici, nous sommes la première organisation non gouvernementale à publier un rapport sur l'adaptation. Il y a eu une forme de déni aussi dans notre milieu, parce qu'on avait le sentiment que si on parlait de ces questions, des conséquences du dérèglement climatique, ça veut dire qu'on avait perdu et abdiqué la bagarre contre l'atténuation. Il nous semble absolument nécessaire de mener les deux de front, car nous n'échapperons pas aujourd'hui aux conséquences. Et je le redis, si vous pouvez partir avec un seul message, la France est le pays d'Europe le plus exposé, est également le pays d'Europe dans lequel il y a de plus de morts aujourd'hui du dérèglement climatique. La majeure partie des morts du dérèglement climatique en France le sont du fait des inondations brutales. Et je veux à cet instant ajouter un point qui avait été mal anticipé. Les travaux actuels, notamment de jeunes ingénieurs qui réfléchissent à toutes les conséquences que nous n'avons pas anticipées, montrent que dans un certain nombre de villes, pas du tout proches de cours d'eau,
Il y a des risques d'inondation de l'ensemble des rez-de-chaussée. Donc toutes les populations qui habitent dans des rez-de-chaussée, dans des villes dites classiques, où il n'y a même pas de cours d'eau, peuvent faire l'objet d'une inondation rapide du fait d'un niveau de pluviométrie qui n'est pas du tout anticipé par les réseaux d'évacuation des eaux pluviales. De façon technique, en fait, on s'est dit qu'on allait multiplier par 3-4 la pluviométrie maximum pour dimensionner les réseaux d'évacuation des eaux pluviales. Quand les orages peuvent être une multiplication par 10, par 15 ou par 20, en fait, vous avez l'eau qui monte dans des rues et entre des bâtiments qui, normalement, ne sont pas du tout prévus pour être inondés. Deuxième exemple du risque sur les infrastructures, les joints de dilatation. Les joints de dilatation des ponts, eux aussi, ont été dimensionnés pour des niveaux de chaleur qui étaient très sécures par rapport au niveau de chaleur habituel que connaissait notre territoire. Mais aujourd'hui, on ne sait absolument pas comment, par exemple, l'intégralité des ponts entre Paris et l'embouchure de la Seine, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir traverser la Seine, peuvent résister à des canicules de 45 degrés sur 3 jours qui ne descendraient pas en dessous de 30 degrés la nuit. Et on sait aujourd'hui que même l'été prochain, c'est possible. Donc on a beaucoup de chantiers sur la résistance des infrastructures qui étaient parfaitement dimensionnés. On est une France, on est un pays d'ingénieurs qui avait parfaitement réfléchi à la résistance de toutes nos infrastructures dans des conditions climatiques extrêmes au regard de nos conditions climatiques classiques, mais les modèles actuels dépassent les conditions climatiques extrêmes et parfois de très loin qui ont été envisagées. Donc il faut aussi se préparer à cette idée qu'une partie de nos infrastructures pourrait devenir inutilisables. J'ai parlé des infrastructures de santé, ce sont 5% des hôpitaux de l'ensemble du territoire qui sont directement menacés à échéance 2100. Donc on est vraiment sur une ampleur qui est une ampleur considérable et sur des travaux qui sont encore embryonnaire. Pour répondre à votre question, nous, on travaille sur tous les documents techniques et les études de différents scientifiques, notamment les travaux du CEREMA et d'autres experts, mais il y a plein de sujets sur lesquels, comme jamais on avait anticipé que des conditions climatiques de cette nature puissent toucher le territoire français, où nous ne sommes pas du tout préparés. Par ailleurs, la France est aujourd'hui en retard. Je le dis, en retard sur le diagnostic, mais aussi en retard sur des politiques d'adaptation justes. Pourquoi des politiques d'adaptation justes ? Parce qu'au-delà des menaces sur les infrastructures, les populations les plus pauvres ont 3 fois plus de chances de mourir d'un épisode de pollution à Paris que les plus riches. Et on peut multiplier cette réalité parce que les groupes vulnérables comprennent également les personnes âgées et en particulier les personnes âgées vivant seules. Donc je pense qu'il faut intégrer les conséquences du dérèglement climatique comme à la fois multifactorielles et comme aujourd'hui une impossibilité à bien évaluer la réalité. Et si je peux terminer, je dois être plus très loin de mes 10 minutes, je voudrais vous partager une inquiétude sur la manière dont le plan national d'adaptation au changement climatique 3, qui est en cours d'élaboration, est préparé, avec un double mouvement qui me semble inquiétant, mais non, je trouve qu'il est légitime que les parlementaires s'emparent, c'est-à-dire de dire que d'un côté, il y a une nécessité de prise en compte au niveau européen, y compris sur les financements, et parallèlement que ça va être une responsabilité des collectivités locales. Et donc je vais revenir à ce que je disais tout au début. Non, les collectivités locales seules ne pourront pas assumer, en particulier toutes celles qui sont les plus vulnérables. Celles qui devront déménager une grande partie de leur population, celles qui devront faire face, comme ça a été le cas dans le sud Gironde et le nord des Landes, à des méga-feux. Je rappelle à cet instant, et il y a eu une sorte de tabou collectif autour de cette question, que lors des incendies de Gironde a eu lieu le plus grand déplacement de population civile en France depuis la Seconde Guerre mondiale. 40 000 personnes, nous n'avions jamais connu ça. C'est le record des pays d'Europe, des déplacés climatiques, parce qu'il faut dire le terme, des déplacés climatiques. Et je le dis aussi, la réponse et l'extinction de l'incendie a pu être possible par la mobilisation de pompiers hongrois, roumains, venant de beaucoup de pays d'Europe. La solidarité européenne a joué, c'était une bonne chose. Il faut imaginer 3 méga-feux de la même ampleur sur le territoire européen simultanément. Nous n'avons pas aujourd'hui la capacité à y répondre.
Et donc je crois qu'il faut vraiment être conscient que ces menaces sont encore mal évaluées, mais qu'on ne peut pas laisser les élus locaux seuls. On ne pourra pas laisser les élus locaux de montagne seuls face aux conséquences, pas davantage ceux des littoraux, pas davantage ceux de toutes ces zones qui vont devenir des zones inondables à répétition, avec la nécessité de déplacer les populations. Donc il faut aussi affronter en France cette question des déplacés climatiques. Et si les réponses qui sont apportées ne sont pas des réponses qui intègrent une dimension de justice sociale, l'injustice que cela procurera et le sentiment de grande vulnérabilité sera aussi un risque pour la cohésion sociale de notre pays. Donc la question du changement climatique et de ses impacts n'est pas seulement une question financière, c'est aussi une question de justice sociale. C'est ce que nous allons présenter au mois de juin, mais je suis heureuse de pouvoir avoir cet échange avec vous et d'en débattre. Je pense que c'est une question d'ampleur nationale, que face à des enjeux de cette nature, seule la solidarité nationale a la capacité de répondre à l'échelle, exactement comme ça a été le cas pendant la pandémie, et que soit nous le ferons sous contrainte, avec des coûts beaucoup plus importants, soit cela sera anticipé, c'est ce à quoi c'est ce que nous espérons, et que cela doit être fait de manière extrêmement coordonnée, volontariste, et dans l'ensemble des dimensions qui sont encore, je le redis, mal évaluées, parce que, et notamment, nous ne sommes pas encore au milieu de l'année 2024, mais la hausse extrêmement massive des températures de l'océan, aujourd'hui, laisse les scientifiques circonspects, et on ne sait pas encore réellement quel va être l'impact, mais il n'est pas impossible que celui-ci puisse être une accélération des conséquences, notamment en matière de pluviométrie, beaucoup plus rapide que les scénarios les plus pessimistes du GIEC. Donc ici, mon sujet n'est pas d'être inutilement alarmiste, mais au contraire d'être très réaliste et de se dire que nous avons dans l'histoire su faire face à des défis très grands et que nous devons être capables de le faire, mais de manière coordonnée, anticipée, et que le rendez-vous actuel de l'élaboration du PNAC est pour nous majeur. Je termine donc sur nos recommandations qui sont de 4 axes, qui se déroulent sur 4 axes. D'abord, travailler cette question de manière profondément démocratique et transparente, en particulier en promouvant des espaces de dialogue à chaque échelle, parce que chaque individu du territoire français, chaque famille, chaque foyer, chaque maison va potentiellement être confronté à ces questions, et donc il faut que le débat soit fait de manière démocratique et transparente. Ensuite, des investissements publics qui seront conditionnés à des critères d'efficacité et de réduction des inégalités, sur le modèle de l'éco-conditionnalité. Il devra y avoir une évaluation préalable. Je rejoins en cela ce qui a été dit par la Cour des comptes sur la nécessité d'avoir une politique d'atténuation et d'adaptation qui soit coordonnée, parce qu'il peut y avoir des mesures efficaces en matière d'atténuation, mais qui auront des effets délétères face au dérèglement climatique. Et donc ce serait idiot de faire des investissements très lourds qu'il faudrait ensuite défaire. Enfin, je l'ai dit et je pense que vous l'avez compris, nous pensons que le PNAC doit être un moment important et que ça doit devenir un document opposable et contraignant. Il sera aussi utile, s'il est de cette nature-là, pour les collectivités locales, pour leur permettre à la fois de mobiliser des moyens, leur population civile, et permettra aussi aux citoyens de se saisir de ce document et de demander des comptes à l'État en cas de non-respect des engagements. Et enfin, dernier point, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, et j'y reviens, cette adaptation doit se faire de manière juste au niveau international. Vous l'avez vu sans doute avec l'initiative Bridgerton, qui d'ailleurs a été saluée par le président Macron. Le débat se déplace entre les pays du Sud global et nos pays sur moins une demande de solidarité qu'une demande de justice. La responsabilité de nos pays du Nord dans le dérèglement climatique et ses conséquences est établie en matière de production d'émissions de gaz à effet de serre, et donc la demande de ces pays est une demande de justice, et que nous devons tenir l'objectif des 100 milliards par an entre 2020 et 2025 en compensant les manques depuis 2020, et cet objectif devra bien sûr être revu à la hausse. Je crois que ce débat sera à l'ordre du jour du G20, notamment par des possibilités qui existent sur un champ varié, mais notamment par une taxation internationale des plus grandes fortunes, pour financer cette solidarité indispensable qui relève de la justice. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ce propos introductif. Nous en venons aux représentants des groupes politiques, et pour le groupe Renaissance, la parole est à Pascal Boyer.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, tout d'abord, au nom du groupe Renaissance, Madame la Ministre, je tiens à vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence en Commission Aménagement du Territoire et du Développement durable. Aujourd'hui, en votre qualité de présidente de l'Oxfam. Vous nous avez parlé dans vos propos liminaires de l'adaptation du changement climatique dans tous les territoires, montagne, littoral, urbain. Les conséquences peuvent amener à des conséquences extrêmement graves pour les populations. Vous nous avez parlé de déni depuis des décennies, qui n'ont pas anticipé pour adapter les infrastructures à ces risques naturels. Notre majorité, depuis 2017, n'a pas à rougir du travail effectué pour justement s'adapter au changement climatique. Nous vous savons très attachés par votre parcours de militante aux questions environnementales. Aussi, nous ne pouvons que saluer vos combats pour lutter contre les inégalités sociales et climatiques avec l'Oxfam, et nous en profitons pour saluer tous vos bénévoles. Ceci étant posé, votre présence nous permettra de nous interroger sur un certain nombre de propositions d'Oxfam qui préconisent moult taxes, parfois, à vrai dire, l'impression d'une sorte de concours Lépine de taxes. Ne croyez-vous pas que, compte tenu de l'urgence climatique et de la montée des inégalités, le temps est venu de défendre une écologie incitative plutôt qu'une écologie punitive ? Quelles sont concrètement vos préconisations et vos priorités qui permettent de réduire les inégalités pour tous, mais dont le financement doit rester acceptable pour tous les contribuables et les entreprises ? Vous nous avez parlé de vos grandes lignes. Pouvez-vous rentrer un peu plus dans les détails ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Pierre Meurin. Alors, attendez, il y a juste un micro qui... Attendez... C'est bon, pardon. Très bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Dans le cadre de l'adaptabilité au changement climatique, la France a un atout majeur qui est son nucléaire. Or, ma question est très simple, sans aucune polémique. En 2011, pour les élections législatives, vous avez obtenu un accord avec le gouvernement de François Hollande et d'ailleurs du coup d'Emmanuel Macron, qui était quand même dans la team, dans l'équipe. Vous avez obtenu en trophée la fermeture de Fessenheim, qui était la centrale la plus sûre d'Europe. Or, depuis que nous avons fermé Fessenheim, nous avons successivement rouvert une centrale à charbon en Moselle et nous avons importé de l'électricité allemande produite à base de charbon. Donc, est-ce que, rétrospectivement, vous regrettez d'avoir fait fermer Fessenheim, parce que c'est de cela dont il s'agit, ou alors vous êtes toujours, est-ce que vous êtes toujours anti-nucléaire comme vous l'étiez à cette époque-là, comme militante, considérant les difficultés que ça pose aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat des Français et surtout en termes de décarbonation de notre énergie. Je vous remercie. Alors, chers collègues, vous êtes bien entendu libres de poser toutes les questions que vous voulez, mais on auditionne Madame Duflot non pas au titre de son action de ministre, mais bien en tant que... Oui, non, mais au niveau de son engagement, plutôt au niveau d'Oxfam. Donc je voudrais simplement recadrer un peu l'objet de cette audition. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Gabriel Amar. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, collègues. Je tiens tout d'abord à saluer les travaux et l'engagement d'Oxfam depuis de nombreuses années. Madame la Directrice Générale, merci d'être présente pour nous faire part de vos réflexions sur l'urgence de l'adaptation. Le changement climatique est en cours, il est irréversible. Le modèle productiviste, prédateur pour les ressources naturelles et pour le vivant en est la cause, et il n'existera dans cette configuration économique aucun remède au réchauffement de la planète et à ses conséquences. Le Premier ministre Attal se réjouissait hier de l'avancement d'une deuxième ligne ferroviaire inutile et écocidaire reliant Lyon à Turin, prévoyant l'artificialisation de 1500 hectares de zones agricoles et naturelles. Un rapport d'expertise commandé par la Commission européenne montrait dès 2006 que le projet allait aussi drainer près de 150 millions de mètres cubes d'eau par an, alors que la ressource se raréfie drastiquement. De même, le gouvernement cherche par tous les moyens à accélérer la production d'énergie nucléaire, en prolongeant la vie des centrales les plus anciennes, comme celle du Bugey, et en construisant de nouveaux réacteurs dits EPR. Désormais,
Pourtant, le nucléaire est dépendant de l'eau trop chaude en été pour assurer le refroidissement des réacteurs tout en respectant le vivant. Enfin, alors que le gouvernement ne fait presque rien pour l'environnement, Monsieur le maire a exigé en février 2024 2,4 milliards d'euros d'économies au ministère de l'Environnement, puis encore 1 milliard supplémentaire ce mois-ci. Le groupe LFI-NUPES est par conséquent affligé de voir comment le gouvernement traite les questions liées au changement climatique. Au vu de vos connaissances de ces sujets, que pensez-vous de cette deuxième ligne Lyon-Turin, de la relance du nucléaire et de la politique budgétaire consacrée à l'écologie par le gouvernement? Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Directrice Générale. Le groupe Les Républicains est heureux de vous entendre sur ce sujet qui, comme vous le savez, a connu une grande avancée sous Nicolas Sarkozy avec le premier plan national d'adaptation au changement climatique. Tandis que nous agissions pour protéger l'environnement avec les Grenelles, avec la décarbonation de notre électricité, avec la charte de l'environnement, vous défendiez la sortie du nucléaire à l'allemande, c'est-à-dire la dépendance au gaz russe et au charbon au détriment de l'effet de serre. Dans la continuité de votre bilan gouvernement, vous êtes aujourd'hui à la tête d'une ONG notoire pour son intoxication médiatique permanente au profit des thèses de l'extrême gauche. Avec une régularité et une complaisance sans faille, les grands médias publient tous vos communiqués. L'enrichissement des milliardaires serait la cause des problèmes des pauvres. Ce que vous ne dites jamais, c'est que si les chefs d'entreprise s'enrichissent, c'est parce que leur patrimoine est composé de leurs propres actions, actions qui fluctuent au gré des mouvements de la bourse. Vous êtes toujours là pour relayer les pics boursiers, mais on ne vous entend jamais lors des crises boursières. Pourtant, suivant votre logique, ces baisses de patrimoine brutales devraient se traduire par la prospérité des ménages modestes. Évidemment, il n'en est rien, puisque vos théories des vases communiquement est fausse, c'est qu'une crise boursière est une catastrophe pour tout le monde, à commencer par les plus modestes, au même titre que la croissance économique est une bonne nouvelle pour tous. Derrière vos approximations se cache en réalité le combat éternel de l'extrême gauche contre les riches, contre les possédants, qui utilisent le climat comme un nouveau décorum pour soutenir votre projet de taxation, et vous venez de le rappeler, du patrimoine. Cette taxation du patrimoine serait pourtant une catastrophe pour le climat, puisqu'elle ferait fuir du pays les capitaux dont nous avons désespérément besoin pour investir en masse contre le changement climatique. La transition écologique en général et l'adaptation en particulier vont coûter cher. Autant ne pas prendre vos conseils auprès d'une organisation qui prône de manière irresponsable de brider la croissance et de faire fuir les capitaux du pays. Je vous en remercie. Pour le groupe démocrate, modem et indépendant, la parole est à Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice, alors le groupe démocrate vous remercie de votre venue au sein de la Commission Développement durable, aménagement du territoire. Alors, contrairement à mes collègues RN et LFI, je vais essayer de rester dans le sujet sur vos activités au sein d'Oxfam. Alors, le constat est sans appel. Le changement climatique affecte déjà de manière substantielle et diverse toutes les régions de France. Nous faisons face à une hausse marquée des températures qui entraîne des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et diverses selon les régions, des sécheresses, des risques de feux, d'incendies, des inondations, des tempêtes. Il transparaît, comme dans vos rapports à l'Oxfam, que ces phénomènes ne sont pas seulement des défis environnementaux, mais engendrent également des crises sociales profondes. La vulnérabilité accrue des populations fragilisées, les ménages pauvres, les populations âgées, les sans-abri, souligne une interaction critique entre les impacts du changement climatique et les inégalités sociales. En réponse, des plans d'adaptation au changement climatique ont été initiés, dont le plan national d'adaptation au changement climatique, deuxième version, qui vise à mettre en œuvre les actions nécessaires pour adapter d'ici 2050 les territoires de la France métropolitaine et outre-mer aux changements climatiques régionaux attendus. Ce plan, parfois critiqué pour son manque de mesures concrètes et d'intégration des enjeux de justice sociale. Alors, dans ce contexte, je souhaite vous poser deux questions. Premièrement, comment envisagez-vous, à votre niveau, de contribuer à l'élaboration de la prochaine version de ce plan pour qu'elle serve de véritables catalyseurs de transformation sociale? Deuxièmement, quelles initiatives spécifiques jugez-vous prioritaires pour réellement diminuer les vulnérabilités des populations les plus impactées et fragiles par le changement climatique? Comment pouvons-nous garantir leur mise en œuvre effective ainsi qu'un suivi rigoureux? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Vincent Thiebaud. Merci, Monsieur le Président. Madame Duflot, Madame Directrice, Madame la Ministre, merci d'être ici. Je pense que nous tous ici au sein de la Commission, nous partageons les constats aujourd'hui
la transition énergétique, écologique est absolument indispensable au vu de l'évolution et du changement climatique. Je pense qu'il n'y a personne dans cette salle aussi qui peut remettre en cause les impacts qu'il peut y avoir aussi bien sur nos territoires, sur nos vies au quotidien, sur les inégalités sociales. D'ailleurs, au sein d'Horizon, on en a fait, Édouard Philippe en a fait un de ses axes prioritaires dès le début de la création, puisque son premier vertige était celui effectivement, du changement climatique, avec tous les impacts que ça peut avoir, notamment aussi sur les crises migratoires à venir. Pour revenir sur le sujet, particulièrement sur Oxfam, j'ai bien écouté ce que vous dites, et je pense qu'on partage largement les constats faits. Je voudrais juste un peu vous questionner plus sur la forme, et notamment dans le cadre de votre intervention, vous avez dit effectivement faire pression, mettre aussi face l'État à ses responsabilités. Moi, je suis toujours un petit peu gêné, même si on fait le même partage, sur le fait à un moment d'être toujours dans l'opposition, de mettre en opposition citoyens, État, collectivité. Oui, il faut de la territorialisation. Oui, il faut que l'État s'en saisisse. Mais c'est l'affaire de toutes et de tous. Et dans cette logique de vouloir un peu, comme vous l'avez dit dans vos propos, alors est-ce que c'est maladroit ou pas, ou comme vous voulez le faire, moi ce que j'ai besoin, et je fais beaucoup de terrain, je le fais sur le terrain, je vous entends beaucoup, les associations, venir nous dire ce qu'ils doivent faire. Sur le terrain, je ne vous vois pas. Et on a besoin de vous avec vous. On a besoin d'être main dans la main. Parce qu'au-delà des sujets budgétaires ou autres, le vrai changement, ce sera les changements d'habitude des citoyens des uns et des autres. Ce n'est pas une question de milliards, ce n'est pas une question de millions, c'est une question de prise de quotidienne au quotidien. Et comment Oxfam, à côté de l'État, à côté des élus que nous sommes, nous pouvons accompagner nos citoyens. C'est là que moi j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là, et c'est là où nous avons besoin de vous. Merci. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Chantal Jourdan. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Duflot, pour votre présentation. Donc, les constats scientifiques liés au dérèglement climatique sont alarmants, les conséquences déjà visibles, mais il est nécessaire, il est nécessaire d'agir. L'adaptation au cœur du dernier rapport du GIEC est un outil essentiel pour assurer des conditions de vie soutenables pour les générations futures. Aujourd'hui, le lien entre inégalité sociale et urgence climatique est indéniable, vous l'avez rappelé. Les plus vulnérables aux conséquences du dérèglement climatique sont aussi les plus précarisés. Vous le rappelez souvent, les 10% les plus riches de la planète génèrent à eux seuls 50% des émissions de CO2, tandis qu'à l'inverse, les 50% les moins riches génèrent moins de 10% des émissions mondiales. Cela appelle à des changements substantiels de nos modes de production et de consommation pour permettre une véritable bifurcation écologique socialement juste. Cela est possible. La théorie du donut en est un exemple intéressant. En optant pour des comportements plus sobres, les limites planétaires peuvent être respectées et les besoins des populations satisfaits dans un juste milieu entre plancher social et plafond environnemental. Donc j'ai quelques questions. Comment mettre la lutte contre le réchauffement climatique au service de la lutte contre les inégalités? Pouvez-vous nous citer quelques leviers pour permettre une telle convergence? Compte tenu des urgences à agir, quelles priorités la France doit-elle mettre en œuvre pour conduire en même temps les actions d'adaptation et d'atténuation? Comment permettre une meilleure acceptation sociale des changements nécessaires à la bifurcation écologique? Selon vous, quels sont les moyens pour rendre cette dernière plus attrayante et y a-t-il un récit positif à porter? Avez-vous enfin des propositions en matière de politique publique afin d'orienter notre économie, notamment dans les investissements privés, vers la transition écologique, tout en évitant la financiarisation des ressources naturelles? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, chers collègues. Nos territoires ultramarins, très représentés au niveau du groupe Lyot, ont des caractéristiques particulières dont il faut tenir compte lorsqu'on évoque les enjeux d'adaptation au changement climatique. Quelles sont-elles selon vous? Comment les prendre au mieux en considération pour notre adaptation et de quels moyens, selon vous, ont-ils besoin en priorité pour leur adaptation? Comment avez-vous été intégré aux travaux de préparation du 3e plan national d'adaptation au changement climatique? Et à ce stade, quel bilan faites-vous des 2 premières versions de ce plan? Sur le plan national, que préconisez-vous en matière d'habitat, de logement pour une meilleure adaptation? On a vu le fort retard pris dans la rénovation énergétique notamment. Quelles sont vos préconisations à ce sujet? Partagez-vous le constat fait par la Cour des comptes dans un rapport publié en mars dernier qui souligne le fait que l'État ne joue pas correctement son rôle de stratège en matière d'adaptation? Alors les entreprises ont certainement aussi un rôle important à jouer en matière d'adaptation. Comment, à ce jour, évaluez-vous leur investissement et qu'en attendre à l'avenir?
Vous n'avez de cesse de dénoncer le fait que les pays développés ne respectent pas leurs engagements pris lors de la COP 15 de Copenhague en 2009, d'accorder chaque année 100 milliards de dollars aux pays en développement pour les aider à financer des actions de lutte contre le changement climatique. Ceci devait être effectif en 2020, mais ce n'est toujours pas le cas. Quels sont à ce stade les chiffres exacts et à combien estimez-vous les besoins des pays en développement, notamment pour leur adaptation ? Où en est-on précisément, beaucoup de questions, également du fonds pour les pertes et dommages qui avait été acté lors de la COP 27 ? Et enfin, actuellement, comment se positionne l'Europe sur cette question cruciale de l'adaptation ? En mars dernier, un rapport de l'Agence européenne de l'environnement dénonçait le fait que les politiques et mesures d'adaptation en Europe n'étaient pas à la hauteur face à l'accroissement rapide des risques environnementaux. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues, Madame Duflot. Que peut un État face aux défis climatiques ? Le mois d'avril a été le 14e mois d'affilée le plus chaud jamais mesuré sur Terre. Les conséquences nous sont désormais connues, puisque nous les vivons au quotidien. Mais il y en a d'autres, un peu moins visibles, et ce sont celles sur lesquelles vous travaillez chez Oxfam, l'accroissement des inégalités, les violences environnementales, les atteintes aux droits humains. Si ce sont les plus riches qui contribuent le plus au changement climatique, en France, 63 milliardaires polluent autant chaque année que 50% de la population. Ce sont les plus vulnérables qui en paient le prix fort. Ce sont les habitants du Pas-de-Calais, déplacés climatiques du fait des inondations historiques, les villages des Pyrénées-Orientales où des communes sont privées d'eau potable après 2 années sans pluie. Dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, le village de Miquelon s'apprête à être le premier village de France à se délocaliser, tandis que 864 communes en France sont identifiées comme vulnérables à la submersion marine. Vous posez ainsi une question centrale pour un pays comme le nôtre. Comment faire justice pour ces centaines de millions de personnes qui sont victimes d'un changement climatique dont finalement personne, ou tout le monde, c'est selon, est responsable ? Au travers de l'affaire du siècle et qui condamnait l'État français pour carence fautive en matière climatique, vous posiez pour la première fois la question de la responsabilité de l'État français à protéger sa population, et notamment les plus vulnérables, face aux impacts des changements climatiques et à mettre en place toutes les mesures utiles pour l'atténuer. Pourquoi l'État, nous disait-on à l'époque ? L'État, c'est nous tous. Parce que l'État social, l'État stratège, l'État France-Nation verte, appelez-le comme vous voulez, la République, elle doit protéger constitutionnellement les droits et libertés des citoyens. Madame Duflot, à l'heure de tant de recul sur les objectifs écologiques, ma question n'est donc pas que peut un État. Ça, nous le savons, tous les outils sont là. Mais c'est quelles sont les obligations qui nous incombent ? Que doit un État face aux défis climatiques ? Je vous remercie. Merci aux différents orateurs de groupe pour ces prises de position. Madame la ministre, la parole est à vous. Et nous avons d'ores et déjà 12 questions d'1 minute à la suite. Alors, je vais essayer d'être concise. D'abord, je voudrais vous dire que peut-être que je ne vais pas être à la hauteur des attentes de certains, mais j'ai perdu l'habitude, on va dire, d'un certain niveau d'argumentation qui semble être en cours parmi vous. Donc, je vais essayer de rester sur le sujet pour lequel j'ai été conviée, même si je vais répondre à l'ensemble de vos questions. Sur la question de la mobilisation, Madame Boyer, des moyens. Je voudrais à cet instant ne pas reposer sur un rapport d'Oxfam, mais celui qui a été conduit par M. Pisani-Ferry et Mme Mahfouz, qui traite que de l'atténuation. Ce rapport est très clair, il évalue les besoins à 60 milliards d'euros par an, et il va aussi sur la question du financement, parce que la question est évidente, et lui aussi envisage... Oxfam n'a pas été associé à l'élaboration de ce rapport, qui est le fait de beaucoup d'inspecteurs des finances, une taxation exceptionnelle des plus riches et notamment des patrimoines. On pourrait revenir sur l'évaluation que nous faisons de ce sujet, mais je tiens à dire que le président de la République lui-même soutient cette recommandation qui est portée par le président Lula comme une solution au niveau international. Donc, par voie de logique, si on pense que c'est une solution pertinente au niveau international, elle l'est aussi au niveau national. Et pour répondre, j'en profite pour répondre à monsieur Thiebaud, qui vous disiez, monsieur, que ça n'était pas une question de milliards, mais une question de mobilisation des citoyens. En fait, les choses sont doubles, elles ne s'excluent pas mutuellement. Mais si je me réfère au rapport qui a été produit par Carbone 4, qui a évalué justement l'impact du changement des comportements des citoyens,
il y a une impasse. C'est-à-dire qu'en fait, même si l'intégralité des habitants de notre pays était exemplaire à tout point de vue, en termes de mode de déplacement, de consommation, d'alimentation, on atteindrait 25% de nos objectifs en matière de réduction des émissions. 75% de baisse de ces émissions dépendent de politiques publiques structurelles qui sont des politiques qui doivent être financées par la puissance publique. Donc en fait, ces deux choses ne s'opposent pas, mais on ne peut pas résoudre et on n'affrontera pas ce sujet-là sans une mobilisation financière conséquente. Je le dis, tous les rapports convergent, que ce soit la Cour des comptes sur l'adaptation, que ce soit le rapport Pisani-Ferry sur l'atténuation. Et je le dis aussi, plus on attend, plus ça coûte cher. Parce que moins on essaye de prévoir, d'anticiper, de réfléchir à nos équipements actuels en intégrant cette dimension, plus ça nous coûtera cher et ce sera une dépense contrainte. C'est ce qu'il faut absolument entendre sur ce sujet, c'est que c'est pas, et d'ailleurs le débat, on a eu ce débat très intéressant au plus haut niveau avec le Trésor, parce qu'en fait ils ont un problème, y compris pour faire travailler leur modèle, parce qu'ils savent évaluer le coût de différents investissements par rapport à la situation actuelle, mais aujourd'hui on s'est mal évalué le coût financier de l'inaction. Et probablement qu'il est beaucoup plus élevé que les chiffrages qui ont été faits jusqu'à maintenant, notamment parce que les conséquences du dérèglement vont plus vite que ce qui était prévu. Donc en fait, investir aujourd'hui, c'est moins coûteux que de ne rien faire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on ne peut pas dire « c'est pas grave, on ne le fait pas ». Bah, si on dit « c'est pas grave, on ne le fait pas », ça coûtera beaucoup plus cher. Alors on peut reporter les échéances sur les suivants, mais de toute façon, ça arrivera. Il y a une sorte de principe de réalité physique, un peu comme l'attraction terrestre. L'augmentation des émissions a des conséquences qui sont des conséquences directes. Ensuite, sur la question de M. Meurin. Je suis ici devant vous comme directrice générale d'Oxfam France, mais comme une écologiste depuis 25 ans, peut-être même 30 ans. Et extrêmement conséquente, et y compris capable de dire si des choses étaient des choses qui étaient une erreur. Moi, j'aurais bien aimé qu'on se trompe sur le dérèglement climatique. J'ai beaucoup entendu des critiques, si je me retourne il y a 15 ans, où on expliquait que les écologistes étaient alarmistes. Et pour tout vous dire, moi qui me fiais sur les travaux scientifiques, il y avait un petit bout au fond de moi qui se disait, tant qu'à faire, j'aimerais bien en fait être alarmiste. Et c'est assez étonnant dans une vie, la mienne en l'espèce, de voir ce qu'on a pu dire il y a 20 ans, considéré comme extrêmement alarmiste, comme si vous aviez été là à l'époque, vous auriez dit que c'était une sorte de marketing électoral, etc., etc., et de vivre les conséquences et la réalité de ce qu'on a annoncé. Et franchement, à tout prendre, j'aurais préféré qu'on ait vraiment tort. J'aurais adoré ça. J'ai 4 enfants, j'ai plein d'enfants que j'aime autour de moi. J'aime mon pays. D'imaginer qu'il n'y aura plus de glaciers en France, ça me brise le cœur. D'imaginer que les rivières avec lesquelles j'ai grandi, c'est des rivières dans lesquelles il n'y aura plus d'eau dans 10 ou 15 ans, ça me désole. D'imaginer que le Condrieu ou que certains vins de Bordeaux, on ne pourra plus sentir leur goût dans 10 ans, en fait, ça m'accable vraiment profondément. Et donc, si la solution, Monsieur Meurin, c'était de construire 150 centrales nucléaires, je pourrais vous dire devant vous, très bien, allons-y, en fait. Sauf que tout le monde sait que ça ne peut pas fonctionner, à la fois pour des raisons financières, mais pour des raisons aussi physiques. L'eau dans le Rhône va diminuer de 40% le débit du Rhône à échéance 2100. Le principe même du fonctionnement des centrales nucléaires, c'est d'utiliser de l'eau pour son refroidissement, soit à proximité des rivières et des fleuves, enfin plus exactement des fleuves, soit à proximité de la mer. Quand vous avez le risque de sécheresse des cours d'eau et parallèlement le rehaussement du niveau de l'océan, vous avez de toute façon une difficulté. Ensuite, si vous voulez que je vous dise que la priorité aujourd'hui, c'est de fermer les centrales nucléaires, je ne vous dirai pas ça. Je vous dirai qu'on a perdu trop de temps, mais qu'en revanche, s'accrocher à cette question-là comme un doudou, en pensant que c'est ça qui va nous sauver, nous fait prendre un retard immense et contribue à alimenter le débat qui me paraît, c'est ce que j'essaye de dire ce matin devant vous, un débat parfaitement sectorisé. C'est-à-dire qu'on prend un petit bout de la production de l'électricité, on va prendre un petit bout de la question des infrastructures, on va prendre par un petit bout de la question agricole ou uniquement de la question de l'irrigation, mais on n'adresse pas le problème de façon globale. Et le vrai sujet, c'est que ces questions vont nous percuter de plein fouet et qu'il faudra à la fois travailler la question de l'atténuation et la question de l'adaptation, qui parfois peuvent même s'opposer. Quand on travaille sur des bâtiments très isolés pour éviter de consommer de l'énergie en hiver, on peut courir le risque, si les choses ne sont pas bien faites, de faire des bouilloires thermiques pour l'été.
Donc le sujet est un sujet extrêmement complexe, techniquement complexe et évidemment financièrement complexe. Donc je peux vous dire ici simplement qu'il n'y a aucune solution technique. Même tous ceux qui sont les plus technicistes de la famille des écologistes, aucun d'entre eux ne pense qu'il y a une solution technique, qu'il y a une solution miraculeuse qui va nous sauver, et encore moins celle en matière de production d'énergie. Enfin, sur la question de M. Amar, sur les différents projets, y compris des projets, j'allais dire, d'infrastructure, je vais redire la même chose. Le vrai sujet, c'est celui du cap qui va être donné à la politique publique de façon globale. Et je voudrais à cet instant vous répondre aussi, Monsieur Maquet. Vous savez, Oxfam, on est assez serein, en fait. Nous, on dit ce qu'on pense. Vous pouvez considérer qu'on est gauchiste, etc. On n'a pas un agenda politique. Aucun d'entre nous n'a pour vocation de se présenter aux élections. Oxfam est une organisation qui existe dans 90 pays dans le monde, qui défend les mêmes valeurs dans 90 pays dans le monde et qui, de fait, a alerté sur les inégalités depuis 10 ans. Force est de constater que le dernier G7, organisé par la France, avait comme thématique les inégalités, que la Banque mondiale et que le FMI considère aujourd'hui que c'est le risque le plus important de déstabilisation sociale à l'échelle mondiale, qu'il y a eu en 2019 40 révoltes, mouvements sociaux massifs qui ont été nourris par cette question des inégalités. Donc on peut refuser de regarder la réalité. Vous savez, en septembre 2017, je n'étais pas directrice générale d'Oxfam. Oxfam a publié un rapport qui s'intitulait vers un quinquennat des inégalités, à la lecture du premier projet de loi de finances. Un an après, il y avait les Gilets jaunes. Donc on peut refuser de regarder cette réalité, on peut nous contester, et vous pouvez le faire avec des mots qui discréditent. Nous, notre travail, c'est de documenter la réalité et de s'appuyer sur à la fois des travaux de scientifiques. J'ai évoqué le CRMA, mais aussi le ministère de la Transition écologique, dont certains services publient un certain nombre de travaux. Et puis ensuite, chacun s'en empare, et c'est bien normal. Le travail démocratique se fait ici, à l'Assemblée nationale, et c'est à cet instant que je suis là comme auditionnée. Chacun peut penser ce qu'on veut de nos travaux. On le fait de manière transparente et publique. Je réponds donc à Madame Lingman qu'on est toujours disponible pour contribuer, mais que nous n'avons pas du tout été ni invités, ni consultés, ni quoi que ce soit sur l'élaboration en cours du troisième PNAC. Donc nous aurions volontiers participé aux travaux, mais nous n'avons ni été consultés, ni été invités à aucun moment. Ensuite, est-ce qu'on aura des initiatives spécifiques ? Oui, c'est pour ça que nous allons publier ce rapport. Je l'ai dit, je prends une part de la responsabilité collective. Vous avez dit que nous étions membres du réseau Action Climat. Ce n'est pas un sujet sur lequel les ONG ont travaillé depuis toutes ces années de manière coordonnée, justement parce que la priorité, c'était de faire baisser les émissions. C'est toujours une priorité. Et donc, il faut réussir à mener ces deux chantiers de front. Mais c'est notre principale initiative, justement, de mettre ce sujet-là dans le débat public avec un certain nombre de propositions au niveau national, mais aussi au niveau local. Oxfam est présent dans 15 groupes locaux sur plusieurs départements. Et donc, ces débats-là auront lieu aussi potentiellement avec vous et avec les élus. Ensuite, sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique et des inégalités. Pour nous, c'est l'essentiel. Juste un petit point d'histoire. Si Oxfam est venu sur le terrain des inégalités, c'est parce qu'historiquement, Oxfam est né en 1942 en Grande-Bretagne, on travaillait sur la lutte contre la pauvreté. Et il nous est apparu petit à petit que le frein le plus important à la lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté était l'aggravation des inégalités, et notamment au profit des plus riches, avec une concentration des richesses entre les mains de quelques-uns. Si nous avons avancé sur la question climatique, c'est que notamment dans les pays du Sud d'abord, mais aussi aujourd'hui maintenant, la question du changement climatique est une aggravation des inégalités qui elle-même provoque des situations de grande pauvreté. Et en France, aujourd'hui, les chiffres sont très clairs sur le nombre de populations menacées, à la fois dans l'existence même de leur lieu d'habitation, mais au sein de leur habitation, parce qu'aujourd'hui, ce sont les populations précaires urbaines, notamment les jeunes et les personnes âgées, qui sont les premières à souffrir de la chaleur dans leur logement lors des épisodes de canicule. C'est facilement compréhensible si on va juste autour d'ici. Vous avez les petits logements étudiants ou de personnes âgées avec des tout petits revenus qui sont aux derniers étages des immeubles et qui sont ceux qui sont en situation d'être des bouilloires thermiques l'été. Donc la question de l'adaptation, c'est aussi une question de justice sociale.
Ensuite, Monsieur Bricout, vous avez parfaitement raison sur la question des territoires ultramarins. J'ai dit que si la France était très menacée, c'est parce qu'elle avait énormément de littoral. Ça vaut pour le littoral métropolitain, mais bien évidemment pour beaucoup de territoires ultramarins. Je ne reprendrai pas ce qu'a dit la députée Pochon sur la question des déplacements de population à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais toutes les îles sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique, et probablement y compris des îles métropolitaines, je pense à l'île de Sein en particulier, auront une situation de sensibilité très grande avec cette combinaison d'augmentation de la pluviométrie et de rehaussement du niveau de l'océan. Sur la question, Madame Jourdan, de la mobilisation des intérêts privés, nous sommes très convaincus qu'il y a une nécessité à ce que tout le monde s'engage dans la transformation de notre modèle de production, les entreprises privées inclus. Et je tiens à signaler là aussi un de nos rapports. Nous allons en sortir un dans quelques jours, semaines, sur la capacité qu'ont les entreprises à engager la transformation de leur modèle économique pour tenir les objectifs de l'accord de Paris. En 2018, si la distribution des bénéfices avait été plafonnée à 30% sous la forme de dividendes, les 70% restants des bénéfices des entreprises du CAC 40 suffisaient pour financer 98% des besoins de transformation écologique et énergétique de ces entreprises. Donc il faut simplement que là, la volonté politique s'exprime pour, soit sous la forme d'éco-conditionnalité dans les aides publiques, soit par l'intégration d'une trajectoire qui soit une trajectoire opposable de décarbonation des activités, ces entreprises investissent dans la transformation de leur modèle. Mais nous sommes fermement convaincus que, je le disais, on avait besoin de tout le monde, y compris des entreprises, et qu'elles ont la possibilité de le faire. Pour avoir des discussions informelles avec un certain nombre de chefs d'entreprise, y compris de très grandes entreprises, l'existence d'un cadre légal serait extrêmement utile parce que ça lèverait une partie de la pression des actionnaires à la distribution de dividendes en considérant que ça fait partie des obligations des entreprises en question. Je le dis, ce qui est intéressant, c'est de dire que ce chemin-là, il existe de la même manière qu'il existe en termes d'adaptation, en termes de financement de l'atténuation. Il y a un chemin possible. On n'est pas face à un mur totalement inévitable. Enfin, sur la question de la rénovation énergétique, je pense que c'est le sujet le plus majeur, et le député Morin est parti, mais j'aurais pu lui dire, j'ai vécu de manière très précise ces effets de on lâche de l'argent pour la rénovation énergétique, ça démarre, les entreprises suivent, les PME recrutent, et puis blouf, on bloque. Et c'est ce qui a été dit de manière très claire par la Cour des comptes. Il n'y a pas de politique dans la durée. Et là, je pense vraiment qu'il y aurait matière à une authentique loi de programmation pluriannuelle et très claire pour que tout le monde puisse se projeter, y compris les entreprises. Il n'y a pas plus efficace que la rénovation énergétique pour rendre acceptable des mesures de solidarité. C'est de l'emploi durable, non délocalisable. C'est un effet direct sur la dépense contrainte majeure, qui est la dépense d'énergie dans le logement. Donc vraiment, je pense que c'est la politique la plus à la fois acceptable, la plus transformatrice dans un secteur, le secteur de la construction, qui est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans notre pays. Enfin, sur le chiffrage du besoin d'adaptation, aujourd'hui, on est sur une évaluation sur laquelle, justement, et ce sera, j'espère, une de nos contributions dans ce futur rapport, on est en plusieurs dizaines de milliards d'euros en essayant de récupérer l'ensemble des travaux dans les différents secteurs et puis de les actualiser au vu des conséquences plus rapides que prévues, en faisant abstraction de conséquences encore difficilement chiffrables, comme celles qui nécessiteraient une révision totale de beaucoup de nos infrastructures routières ou ferroviaires, par exemple. Même si je sais que le travail est en cours de manière sérieuse au sein de certaines sociétés d'autoroutes ou au sein de la SNCF, avec des interrogations sur la résistance, par exemple, du bitume à des chaleurs très très élevées. Et le fait que certaines autoroutes pourraient ne plus être en capacité de laisser des véhicules rouler dessus parce que le bitume colle aux roues des voitures, par exemple. Enfin, j'essaye de vous donner des exemples très très concrets parce que je pense que tout le monde a du mal à se projeter dans cette réalité-là. Et ce que je dis là, ce n'est pas une évidence. En fait, on ne sait pas. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Enfin, pour vous répondre, Madame Pochon, oui, nous sommes convaincus que la question de l'engagement au niveau national
est absolument décisive parce qu'elle engage l'ensemble des collectivités locales. C'est le bon niveau pour créer de la solidarité, mais je pense que nous avons absolument besoin, et je le regrette, je regrette parfois qu'on ait à regretter d'avoir salué des annonces qui ne se sont pas traduites dans les faits. On n'a pas de temps à perdre, on n'a pas de temps à attendre qu'il y ait tel ou tel qui puisse mettre en œuvre ces politiques. C'est maintenant, et peut-être qu'il y a une sensibilité particulière au sein de votre commission sur laquelle je compte, et la vôtre aussi, Monsieur le Président, parce que chaque mois qui est perdu est un mois qu'on aura du mal à rattraper. Et donc, oui, aujourd'hui, les budgets sont insuffisants. Le fait de ôter massivement des postes au ministère de la Transition écologique sera aussi un gros handicap. Je le dis, c'est des économies dont on a le sentiment qu'elles sont faciles à faire, les économies notamment sur tout le budget qui a été fait sur le budget de Météo France, par exemple, les économies qui ont été faites en les privant des moyens d'investissement. Sur le moment, on se dit, voilà, c'est plus facile, mais ensuite, on le paye beaucoup, beaucoup plus cher. Et c'est ce qui est aussi dit dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. En fait, tous les documents existent, tous les éléments financiers existent, mais il n'y a vraiment, vraiment pas de temps à perdre. Et donc, pour revenir, Madame Lingman, s'il y avait la volonté de faire du PNAC un outil de mobilisation absolument collective, on en serait ravis. Pour l'instant, on est un peu triste et un peu désolé. Et pour dire ce qui a été dans les précédents PNAC, les 2 précédents PNAC, c'était surtout des études, des formules, rien de ni opposable, ni engageant, ni financé. Et je le regrette, je ne le dis pas du tout, je le regrette profondément. Merci pour les réponses apportées aux orateurs des groupes. Nous en venons aux questions d'1 minute. Nous avons 15 questions. Je propose de prendre les 15 questions de manière à être le plus synthétique possible. Madame Danielle Brudebois, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, juste votre micro. Alors, attendez, excusez-moi, on va y arriver. Réessayer. C'est bon. Bon, merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, vous l'avez dit, des solutions radicales s'imposent face au tableau alarmiste que vous nous avez présenté. Vous n'avez pas parlé ce matin de pollution numérique, de l'empreinte numérique. Je n'ai pas trouvé dans vos travaux, si ce n'est l'empreinte numérique des comptes bancaires, ce que vous faites pour lutter contre la pollution Internet et la pollution des réseaux sociaux, qui est loin d'être virtuelle. Le monde digital représente 5% des gaz à effet de serre. Le numérique consomme 10 à 15% de l'électricité mondiale. Et l'on considère que dans le futur proche, Internet sera la première source mondiale de pollution. Or, souvent, ceux qui crient le plus fort contre le réchauffement climatique sont des forts adeptes des réseaux sociaux et les plus gros pollueurs de la twittosphère, pour souvent des tweets inutiles, futiles, voire haineux, et le buzz pour le buzz. Et donc, je pense que la lutte contre le réchauffement climatique, vous l'avez dit, c'est une affaire de politique publique, mais c'est aussi une affaire citoyenne. Merci. Et c'est aussi entre nos mains que les plus gros progrès écolos peuvent être faits. Quelle Merci. est votre action sur le sujet? Merci. La parole est à Sylvie Ferrer. Alors, Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice Duflot, collègues, en février, le budget du ministère de la Transition écologique avait déjà subi une baisse substantielle de 2 milliards d'euros. Qu'à cela ne tienne, Bercy envisage une réduction supplémentaire d'au moins 1 milliard d'euros, voire 1,4 milliard d'euros, sans que ces baisses n'aient été débattues au Parlement au moment où les mesures pour la transition écologique doivent être une priorité absolue pour respecter les objectifs fixés par l'accord de Paris de 2015. L'enjeu semblait pourtant avoir été bien cerné, puisque hier matin, à la radio, un spot publicitaire émanant du ministère de la Transition écologique annonçait que les fortes chaleurs allaient s'intensifier et durer plus longtemps. Il proposait donc aux ménages une solution pour s'adapter au changement climatique, installer un store. Pour enflouer les caisses tout en luttant, d'autres solutions avaient pourtant été évoquées, peut-être moins ambitieuses que le store, il est vrai. Dans le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, on peut par exemple lire, je cite, qu'un prélèvement dédié explicitement temporaire et calibré ex-ante en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques pourrait être assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés. Madame Duflot, qu'en pensez-vous? Mettre à contribution les plus riches sera-t-il plus efficace qu'installer des stores? Merci à vous. merci. La parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Madame la
directrice, vous l'avez parfaitement exposé, nous sommes confrontés à un défi majeur dans l'adaptation au changement climatique, et notamment en ce qui concerne la protection des populations face aux événements climatiques extrêmes. Actuellement, le modèle d'indemnisation des victimes par le biais de l'état de catastrophe naturelle montre ses limites. Les tempêtes devenues plus fréquentes avec le changement climatique ne sont par exemple pas toujours couvertes par ce système, mettant ainsi en péril la sécurité financière des citoyens affectés. Le constat est alarmant, les coûts des sinistres climatiques sont en constante augmentation, atteignant des sommets records. Pourtant, notre système assurantiel peine à s'adapter à cette réalité. Face à cette urgence, comment Oxfam envisage la réinvention du système assurantiel pour mieux protéger les populations vulnérables et garantir une transition juste face au changement climatique? Merci. Merci. La parole est à Christelle Pétex. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, la crise du logement est une bombe sociale. La raréfaction de l'offre, notamment de logements sociaux ou à loyer abordable, pourtant essentiels aux classes populaires et moyennes, viendrait, comme le prétend Oxfam, de l'essor des sociétés de location de courte durée, telles que Airbnb, mais pas que. L'encadrement des loyers et les quotas de logements sociaux mis en place ces dernières années ont intensifié la difficulté d'accès à ce type de logement. La pénurie d'offres est le véritable problème. Or, prétendre vouloir bâtir des logements supplémentaires tout en prônant le ZAN, ainsi que l'interdiction de la location des logements énergivores dans un calendrier très court, ne peut que priver encore davantage des millions de ménages modestes de leur toit. Nos politiques du logement n'ont-elles pas conduit à plus d'inégalités sociales entre ceux qui ont les moyens de se mettre en règle avec les nouvelles législations et ceux qui ne les ont pas? Un choc de simplification pour répondre aux besoins urgents de logement ne serait-il pas une solution à explorer? Et enfin, quel nouvel équilibre répondant à la fois au manque de logement et à l'évolution climatique pourrait être envisagé? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Directrice Générale, d'après la Cour des comptes, la politique de rénovation répond à un objet d'atténuation et non d'adaptation, à l'image du dispositif MaPrimeRénov'. Chaque année, des milliards d'argent public se perdent dans des opérations de construction ou de rénovation de logements qui, tout en visant des économies d'énergie l'hiver, seront vite inadaptées aux nouvelles conditions climatiques l'été. Que pensez-vous du récent coup de rabot budgétaire d'1 milliard d'euros décidé par le gouvernement et de la sous-consommation de crédits du programme l'an dernier? Après les vagues de chaleur, le retrait gonflement des argiles et les inondations, le changement climatique fait peser des risques majeurs sur le secteur du bâtiment. Certains prônent des mesures d'adaptation encore plus dures que l'atténuation. Que pensez-vous des leviers d'adaptation gris de type aménagement urbain censés être moins onéreux pour réduire les transferts de chaleur? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. Madame Duflot, l'adaptation n'est pas seulement un enjeu franco-français, mais aussi planétaire, qui concerne aussi les pays les moins développés. Votre organisation réclame d'augmenter l'aide publique au développement versée par les pays riches. Les fonds de l'Agence française au développement sont-ils, selon vous, distribués à bon escient? Partagez-vous l'idée d'une reprise en main du politique sur ces choix? Que pensez-vous de l'attitude agressive des pays du Sud qui, aux dernières COP ou au sommet sur les finances mondiales, ont préféré réclamer des aides astronomiques des pays riches plutôt que d'accepter des solutions novatrices portées notamment par l'Oxfam? Enfin, l'Oxfam milite pour un impôt sur la fortune climatique. Le gouvernement, par son ministre de la Transition écologique, s'est dit favorable à un ISF vert à l'échelle mondiale. Avez-vous échangé sur ce sujet et la France a-t-elle pris des initiatives? Merci. Merci. La parole est à Marjolaine Meunier-Millefert. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Madame la Ministre, alors d'abord, je voudrais rebondir sur votre réponse sur votre non-participation au PNAC. Est-ce que vous-même, vous avez fait la démarche de solliciter, parce que je crois qu'il y avait une consultation, donc, enfin, vous disiez que vous n'étiez pas associé, mais je crois que tout le monde était associé à la consultation, je ne comprends pas très bien. Pour le reste, c'était ma question de démarrage. Vous avez beaucoup insisté sur la place des bâtiments, des infrastructures, en disant, je crois que j'essaie de vous sauter de tête, en disant que c'était au cœur des enjeux de la résilience du pays et de la population. Et je partage. Votre rapport sur l'adaptation, il vient compléter l'autre rapport de décembre 2023 qui était sur le logement égalité à tous les étages. Et vraiment, on partage l'analyse sur le rôle essentiel de la filière. Et je voudrais vous interroger sur la résilience de la filière elle-même. Parce que la filière elle-même, elle est confrontée, évidemment, avec toutes ces transformations environnementales, à elle-même une très forte transformation. Le secteur, du coup, du fait de cette transformation rapide, complexe,
se retrouvent en situation de crise. Et alors, multifactorielle, la crise, pas uniquement liée à l'environnement, évidemment, mais comment est-ce que vous proposez d'accompagner la filière, de l'aider à être résiliente pour qu'elle permette au pays d'être résilient? Quelles sont vos recommandations pour accompagner cette filière dont on a tant besoin? Merci. La parole est à Sophie Panonacle. Merci Monsieur le Président. Madame la directrice, députée du bassin d'Arcachon, j'ai vécu les méga-feux que vous évoquiez en début de réunion. Président du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du trait de côte, je travaille vraiment au quotidien sur l'adaptation des territoires littoraux face à l'érosion, face à la submersion, et notamment sur les financements que nous pourrions obtenir, basés principalement sur la solidarité nationale. C'est effectivement extrêmement important. Bien sûr qu'atténuation et adaptation, qui n'est pas un terme trompeur, Madame la directrice, permettez-moi, vont de concert. Il est injuste de dire aujourd'hui que les politiques publiques initiées par le gouvernement et les collectivités territoriales sont absentes des enjeux climatiques. Oui, bien sûr, il faudra être plus exigeant. Oui, bien sûr, il faudra davantage de moyens financiers, mais il faudra aussi changer nos modes de vie. Il faudra aussi que certaines activités, notamment de loisirs, disparaissent. Nous n'aurons pas le choix. Et il faut bien sûr que collectivement, les élus, les associations, les entreprises, toutes les populations, les plus riches et les plus précaires, participent à cette évolution et à cette transition. Donc, Madame la directrice, pourriez-vous être plus précise sur le modèle économique que vous envisagez pour permettre et pour réussir surtout cette transition? Je vous remercie. Merci. La parole est à Yannick Horry. Il est parti. La parole est à Didier Padet. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voudrais intervenir rapidement sur le Lyon-Turin, puisqu'on ne peut pas laisser tout dire et n'importe quoi dans cette commission. Le Lyon-Turin, le ministre Béchu hier a dit qu'il y avait 107 sources qui avaient été analysées aux alentours du tunnel. 0 pollution sur les 107 sources, et donc c'était un laboratoire extérieur. Ils ont décidé de demander à 2 autres laboratoires de réaliser les mêmes analyses. Donc, dire que le Lyon-Turin pollue les sources, c'est absolument faux, et je voulais rectifier ça. C'est un peu ça quand même que vous avez dit. Et donc, s'il vous plaît. Je voulais rectifier ça parce que le Lyon-Turin, c'est quand même l'écologie en acte, c'est l'Europe en acte. Et donc, être contre ce projet, ça me paraît complètement être absurde. Ma question concernait plutôt les réseaux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un gros travail à faire sur la régulation des réseaux quand on a trop d'électricité ou pas assez d'électricité? Et on pourrait éviter, peut-être, on pourrait même fermer certaines centrales à charbon si on arrivait à réguler correctement. Est-ce que vous travaillez sur ces réseaux et la régulation des réseaux? Merci. La parole est au ministre Becht. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ma question est très simple. Comment voyez-vous l'articulation dans l'adaptation au changement climatique entre l'État justement et les collectivités territoriales? Parce que donc on a le PNAC au niveau national, on a les plans communaux, notamment de sauvegarde ou de lutte contre les risques au niveau local. Mais on voit bien qu'il faudra, et vous l'avez dit, à la fois lutter contre des méga-feux, lutter contre des inondations, lutter contre des sécheresses, climatiser probablement un certain nombre de bâtiments pour que les services publics puissent continuer dans les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, un certain nombre d'administrations. Il faudra verdir nos villes, mettre de l'eau, arbres et chaleur et eau, généralement c'est moustiques, donc il faudra lutter également contre un certain nombre de nuisibles. Comment vous voyez la répartition entre ces différents acteurs et ceci idéalement à recette constante dans un pays qui est déjà champion du monde de la dépense publique, n'en déplaise à nos amis dont le principal fantasme est de voir des taxes partout? Merci. La parole est à Nathalie Bassire. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice générale, je suis une députée ultramarine, et notamment plus précisément de La Réunion, et je souhaiterais savoir ce qu'on pourrait préconiser comme changement radical dans les politiques publiques pour une politique d'adaptation dans nos territoires ultramarins. En effet, vous parlez et insistez sur les inégalités, et les Outre-mer, bien qu'ils émettent peu d'émissions de gaz à effet de serre, ils seront quand même les territoires de France les plus touchés, les plus impactés par ces changements climatiques, et les impacts physiques seront largement amplifiés. Donc,
Sophie Panonac parlait de notre responsabilité commune, élus, citoyens. Est-ce que les élus en ont conscience, et notamment dans la mise en œuvre de certains projets, certains investissements lourds qui ont un résultat aujourd'hui et qui auront des répercussions demain? Je vous remercie. Merci. La parole est à Hubert Roth. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, permettez-moi de porter une contribution à la dimension même du débat qui nous réunit aujourd'hui, qui concerne le climat, et qui, je pense, doit être un débat extrêmement sérieux, surtout lorsqu'on évoque la question énergétique, et notamment celle de la filière nucléaire. Qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, la filière nucléaire est la technologie potentiellement la plus dangereuse. Donc, la question du sérieux est vitale, est essentielle. Quand je voudrais réagir, M. Meurant n'est plus là, à ces propos, et rappeler que quand on voit l'attitude que peuvent avoir certains collègues, et en l'espèce M. Meurant, la posture pro-nucléaire qui est la sienne, elle vire à l'obsession. Et quand on est animé d'obsession, on n'a ni réflexion, ni argumentaire de fond. Ça, c'est doublement dangereux pour les raisons que j'ai évoquées. Donc c'est une forme de croyance divine qui est absolument invraisemblable et hors sol. Donc je voudrais dire précisément que, à propos de Fessenheim, que je connais bien, je vis à 20 km de là, tout ce que fait l'homme, tout ce que conçoit l'homme, tout ce que met l'homme en place n'est pas éternel. Il est bon de le rappeler. Et il vient un moment où il faut remplacer ce qu'on a fait par le passé. C'est la question de Fessenheim. Et en ce qui concerne Fessenheim, rappeler des choses qu'on ne rappelle pas assez. Fessenheim est alimenté par un canal en béton qui est posé 10 mètres au-dessus de la surface de la plaine d'Alsace. Quand on connaît la réalité sismique de notre région, qui est une des plus fortes de notre pays, eh bien, il faut savoir qu'à raison d'une récurrence de plusieurs siècles, c'est vrai, mais il faut intégrer cette réalité géologique, eh bien, il faut se poser la double problématique de sécurisation de nos populations. Et je crois que ça doit faire partie du débat de fond lorsqu'on pense notre mix énergétique de demain. Merci. Merci. La parole est à Jean-Louis Bricou. Merci, Monsieur le Président. Madame, merci de votre exposé. Moi, je partage complètement l'idée, effectivement, qu'il faudra très vite trouver des solutions pour les territoires. On ne peut effectivement pas toujours réagir, être en réaction par rapport aux événements qui heurtent nos territoires. Il faudra des politiques de préventive. Et puis, on sait très bien qu'il n'y aura pas non plus de transition, en fin de compte, sans les territoires, sans investissement des territoires, sans accompagnement des collectivités, vous l'avez rappelé, mais je crois surtout qu'il faudra peut-être un peu plus de solidarité territoriale. Moi, mon département de l'Aisne est en situation budgétaire difficile. Il lui manque en gros 22 millions d'euros pour avoir équilibré son budget et pouvoir maintenir en fin de compte des politiques de cohésion sociale et territoriale. Comment voulez-vous que mon département s'investisse en fin de compte dans effectivement les enjeux écologiques? Pourtant, on a des outils de péréquation, notamment sur les droits de mutation à titre onéreux. Voilà. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il faut peut-être, avant d'aller chercher des nouvelles recettes, aller chercher ces outils de solidarité, de péréquation pour que les territoires puissent réellement s'engager sur ces politiques? Merci. Et enfin, Monsieur Marchiot a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Directrice Générale. Madame, je constate avec plaisir que nous partageons certaines valeurs, en particulier celles pour le développement de transports plus propres et vertueux. Accroître les investissements publics dans les transports durables générant moins de pollution et de nuisances permet en effet, comme on peut le lire sur le site d'Oxfam, d'agir sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air. Ayant pu participer de manière active aux travaux de la récente commission d'enquête sur la libéralisation du fret ferroviaire et ses conséquences pour l'avenir, je voudrais connaître votre avis sur les décisions qui ont été prises durant ces dernières décennies et quelles actions peut proposer Oxfam pour participer à la promotion indispensable de ce moyen de transport pour les marchandises démantelées et abandonnées par l'État. Je vous remercie. Et enfin, ce sera la dernière question, Madame la députée Boyer. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Une loi votée en 2014 portant sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations a été votée donc, par la majorité Hollande.
Je suis élue dans un territoire de montagne, puisque députée des Hautes-Alpes, et on voit bien que cette GEMAPI ne fonctionne pas, puisque la solidarité entre les territoires n'existe pas entre l'amont et l'aval d'un cours d'eau. L'adaptation passera par la prévention et par la solidarité des territoires. Avez-vous des propositions à nous faire à ce sujet ? Merci, chers collègues. Merci pour l'intérêt que vous avez cette audition. La preuve en est, c'est presque 17 questions qui ont été posées. Madame la ministre, bon courage. Alors, d'abord, merci beaucoup. Je vous remercie, vous aussi, de l'intérêt que vous portez à ce sujet, parce que je crois, et je fais écho à votre intervention, Madame Moyer, qu'il n'y aura pas de solution face à ces enjeux qui sont très importants sans solidarité territoriale. Je fais également écho à ce qu'a dit Monsieur Bricout, ou ce que vous avez dit, Madame Panonac, sur le fait qu'en fait, il y a des territoires qui vont avoir des coûts qui sont sans commune mesure avec d'autres, et que sans solidarité, notamment nationale et même européenne, personne ne s'en sortira. Ce qui pose des questions sur comment on finance cette solidarité. C'est pour ça que je dis que le débat, à un moment, il ne deviendra pas du tout idéologique, il va être très pragmatique. On va évaluer les coûts, qui sont des coûts absolument inévitables, et puis on se dira comment on finance. Et c'est pour ça que je trouve qu'après, on peut réfléchir, hein, mais c'est une question qui est une question passionnante, parce que parfois on peut avoir des postures en disant on ne doit pas augmenter les taxes, ok, et donc quand les dépenses augmentent, vous avez, M. Bricout a évoqué les budgets de certains départements, vous avez des dépenses contraintes, et puis les droits de mutation, parce que le secteur de l'immobilier est en crise, se sont effondrés, bah, du coup il n'y a plus les recettes. Et comment on fait ? Cette question-là, elle se pose, et c'est pour ça que je trouve que vous avez été plusieurs à parler de l'articulation entre les différents niveaux. C'est vrai que quand on descend au niveau des collectivités locales, on voit bien que certaines vont dire vous ne pouvez pas nous laisser seuls face à ça. Et c'est une des principales craintes sur la manière dont le PNAC est élaboré. Je voudrais vous répondre, Madame la députée, pardon, j'ai plus sûr d'avoir votre nom, qui a posé la question sur notre association, Madame Meignier-Millefer, c'est ça ? C'est vous qui nous avez demandé. Alors, donc, je peux vous répondre très précisément. Nous avons répondu au questionnaire en ligne, parce qu'il y a un questionnaire en ligne qui a été diffusé, comme tout le monde. Chacun individuellement ou collectivement, quel que soit le niveau, pouvait répondre au questionnaire en ligne. Nous l'avons fait. Nous avons sollicité le ministère pour obtenir des rendez-vous. Classiquement, dans ce genre d'élaboration, en tout cas ça a été le cas précédemment, il y avait des échanges avec les organisations constituées, et notamment celles qui travaillent de la manière la plus approfondie sur le sujet. Je pense pouvoir dire en toute transparence et modestie que Oxfam est une des organisations la plus investie et la plus productive sur les questions d'adaptation, et nos demandes de rendez-vous sont restées lettres mortes. Donc je le dis, il n'y a absolument aucune volonté polémique, hein. On peut ensuite avoir des échanges et puis constater qu'on a des désaccords, ça a pu arriver, mais là vraiment, et ça nous semble un peu dommageable qu'il n'y ait pas du tout ces échanges. Donc on a fait ce qu'on pouvait, répondre au questionnaire en ligne, sans en savoir comment il va être pris en compte ou pas. Ensuite, Madame Brulebois, sur la question du numérique. Vous avez raison, l'intégralité. Je vais répondre après, je vais reprendre dans l'ordre, mais là, j'y pensais, donc je me suis dit que j'allais vous répondre. Sur la question de l'empreinte numérique, vous avez raison. Toutes les activités humaines, quasiment, ont un impact en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Mais je le disais tout à l'heure, si on prend les choses de manière sectorielle, en disant c'est ça le problème, c'est là qu'est la solution, en fait, on s'en sort pas. Parce qu'en plus, il y a des boucles de rétroaction. Parce qu'on a cru pendant longtemps, avant de dire que ça pourrait être ou l'hydrogène ou le stockage, que le numérique était une des réponses au dérèglement climatique. Je donne un exemple, de dire, en fait, on va développer le télétravail, on va étendre la fibre, les gens vont moins se déplacer, on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre du transport. Sauf que les premières études qui viennent de sortir sur l'impact, notamment à la suite du Covid, montrent quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que les gens font plus de télétravail, mais du coup, ils en ont profité pour aller s'installer plus loin, et que les jours où ils travaillent, ils font des distances plus grandes. Et que donc, la baisse des émissions qu'on pouvait espérer, elle n'est pas si nette, parce qu'en fait, il y a une augmentation des trajets en durée, même s'ils se font sur moins de jours. Voilà, typiquement un exemple où on a pu penser que le numérique pouvait aussi avoir des effets positifs. Donc, en fait, c'est pour ça que la question est intéressante si on la prend de manière globale, parce que si on regarde petit bout par petit bout, c'est la même chose que si on regarde territoire par territoire. On va se retrouver avec des territoires qui, et je pense en particulier aux territoires ultramarins, dont certains vont se retrouver avec des besoins d'investissement, de financement, de reloger des populations qui, enfin voilà, vous prenez la commune de Biscarrosse toute seule,
et vous lui dites débrouillez-vous, vous avez la moitié de vos habitants qui doivent déménager, puis vous devez financer, c'est pas possible. Donc cette solidarité, elle est impérative et elle est évidemment particulièrement marquée avec les territoires ultramarins dont certains d'entre eux vont vivre des conséquences encore plus difficiles et plus rapides, notamment du fait probablement du réchauffement très rapide de la température des océans. Et je le dis à cet instant, en toute modestie, aucun scientifique ne sait vraiment évaluer les impacts dans l'année prochaine, dans les 2-3 ans. On ne sait pas exactement si on reste sur les trends, enfin les tendances qu'on avait définies ou pas. Ensuite, sur la baisse du budget de l'écologie, Madame Ferrer, je voudrais juste dire un petit point. C'est pas une mauvaise chose, les stores, et je n'opposerai pas le budget de l'écologie et les stores, Madame la députée Ferrer, parce qu'en fait, l'adaptation et la lutte contre le dérèglement climatique, ça va être aussi plein de solutions qui étaient des solutions intelligentes. L'ombre, c'est pas une mauvaise chose. La renaturation des cours d'école, en fait, le plus efficace pour lutter contre le dérèglement climatique, se trouve dans la puissance de la nature. Les stockages souterrains dans les nappes, c'est bien plus efficace que toutes les méga-bassines qu'on peut imaginer. Le rafraîchissement de l'air par des pelouses hautes, il est bien plus fort que par plein d'autres solutions. Donc, non, mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas opposer ça. Parce que sinon, en fait, on a le truc inverse en disant « Ah là là, vous voulez plein d'argent et taxer, mais on pourrait faire ci ». En fait, on doit faire tout. Et aussi renouer avec des choses qu'on savait utiliser, notamment sur le fait, par exemple, un élément très pratique, on a beaucoup remplacé des volets en bois battants par des volets roulants. Et en fait, l'impact sur le rafraîchissement des bâtiments, il est de plusieurs degrés. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir fermer les volets, des volets en bois le matin, est considérablement plus efficace que d'avoir des volets roulants. Et donc, c'est une affaire de 3, 4, 5, parfois même 10 degrés, et 10 degrés de différence à l'intérieur d'un appartement, c'est significatif, suivant l'exposition des bâtiments et la couche d'air qui se trouve entre le volet roulant et la vitre. J'ai une passion personnelle, que je n'oblige pas l'ensemble de mes collaborateurs à avoir, mais qui est de lire toutes les études scientifiques, y compris les plus pratico-pratiques, y compris des études techniques sur ces sujets, parce que parfois, il y a des petites politiques ou des outils ou des erreurs, et donc là, je rejoins tout ce qui a été dit sur les questions de rénovation thermique. Il faut être vraiment très conscient qu'on ne peut pas faire de la rénovation thermique sans penser adaptation. C'est pour ça que peut-être il faudra s'interroger sur les normes en matière de construction, y compris les normes en matière thermique, qui sont les mêmes sur l'ensemble du territoire français. On parle beaucoup de spécification, de décentralisation, mais là, en la matière, peut-être qu'il y a une question à se poser, parce qu'en fait, ce ne sera pas du tout les mêmes enjeux dans le Gard et dans le Pas-de-Calais, pour dire les choses. Ensuite, sur les assurances, Monsieur Thierry, ce qui est sûr, c'est que le système CatNat, enfin catastrophe naturelle, là, il est à l'os, parce qu'en fait, le nombre de territoires qui peuvent être, au regard des anciens critères déclarés en situation de catastrophe naturelle, n'ont rien à voir. Donc on va augmenter de façon importante, mais on sait même que le système, là, aujourd'hui, il est potentiellement inopérant. Donc comment va se travailler la question de la solidarité? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des territoires, et ça je le dis aux élus qui sont des élus implantés sur leur territoire, des territoires où l'intégralité des compagnies d'assurance vont résilier en masse les contrats. Et vous aurez des habitants sur une commune, 2 communes, 3 communes, qui ne pourront plus assurer leur logement. Je rappelle que l'assurance habitation, dans un système assurantiel français, est liée à l'assurance responsabilité civile. Et que donc, si vous voyez votre assurance habitation résiliée, vous n'avez plus d'assurance responsabilité civile. J'alerte sur le fait que, y compris notre dispositif, qui était très simple, en liant ces 2 dimensions, va fragiliser tout un tas de populations. Donc, prendre à bras-le-corps cette question assurantielle, en sachant que les assureurs sont très rationnels, mais ont aussi une capacité à vouloir se protéger par les pouvoirs publics qui peut être parfois un peu extensive, si je puis me permettre, et que toutes les compagnies de réassurance sont aujourd'hui basées dans ce qui ressemble encore à des paradis fiscaux, et que donc cette question de solidarité, elle peut aussi s'interroger dans une relation avec le modèle même de fonctionnement des assurances, où la question de plus seulement assurer la solidarité, mais dégager des bénéfices qui sont parfois très importants pour les actionnaires, peut se poser dans un moment où le risque augmente. Sur la question de la politique logement, je vais répondre à M. Pétex et à Mme Pétex, et à Mme Meignier-Millefert. C'est un sujet vraiment
essentiel. Un des principaux... Excusez-moi, je suis désolée. J'ai mal noté sur mon cahier. C'est un sujet essentiel. Et je le dis, la question principale, c'est que la quasi-totalité des logements dans lesquels nous vivrons en 2050, 70% environ, sont déjà construits. Donc il y a un enjeu sur l'existant. Que ne pas vouloir regarder la réalité d'un déséquilibre majeur qui est provoqué par l'accès beaucoup plus facilité et aujourd'hui un dispositif fiscal favorable au profit des logements en résidence secondaire type Airbnb ou autre, mais Airbnb de façon massive, c'est une question qui est... Enfin, il y a évidemment une difficulté, et je le dis pas seulement une difficulté en termes d'accès au logement, mais aussi une difficulté en termes de vie de certains quartiers, avec des conséquences sur les commerçants. Il y a aujourd'hui certains quartiers de certaines grandes villes, y compris certaines métropoles, qui, comme ils ont des habitants qui deviennent très saisonniers, puisqu'ils sont uniquement dans des logements, ils n'ont pas des boulangeries qui ont plus de clients pendant toute l'année. Donc on va avoir aussi des déséquilibres de certains quartiers. Donc je pense que la régulation, et vous l'avez vu dans notre rapport, et nous l'avons écrit, il faut donner par la loi la capacité aux élus locaux, parce que là, nous ne pensons pas que ça doit être une décision nationale, de pouvoir décider d'un quota maximum, de pouvoir même faire en sorte que ne soit possiblement loué en Airbnb que des résidences principales, par exemple, pour ne pas empêcher ce complément de revenus et le fait de pouvoir louer pendant les week-ends où on n'est pas là. Mais on ne doit pas vider une partie du parc de logement de sa destination de lieu de vie. Enfin, sur la filière... Il se trouve que j'ai encore quelques mémoires de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Il y a une chose assez paradoxale sur les politiques du logement, c'est que ceux qui sont en fonction, le ministre du Logement en fonction, en fait, il commente les conséquences de la politique de son prédécesseur ou de son pré-prédécesseur. À l'inverse, les mesures qui sont prises par tel ou tel verront des conséquences sur les suivants. Sur l'encadrement des loyers, je tiens à dire que, et je le dis pour le coup avec beaucoup de plaisir, que certains parmi les opposants de la loi de 2013 sont aujourd'hui des gens qui ont demandé à ce que l'encadrement des loyers s'applique dans leur commune, et je m'en félicite. Je le dis, hein. En matière de logement, d'ailleurs, il y a une sorte de confrérie des anciens ministres du logement. Vous avez beau prendre le problème par tous les bouts, l'idéologie ne marche pas. D'abord parce que c'est pas un bien qui peut se déplacer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas délocaliser des logements. Une fois qu'ils sont construits, ils sont là. Ensuite, que c'est un besoin absolument vital de 100% des habitants en France. Tous les êtres humains ont besoin de manger, de boire et aussi d'avoir un abri. Donc c'est un sujet où s'il n'y a pas de politique constante et volontaire, on ne s'en sort pas. Et donc pour vous répondre vraiment très clairement, je pense qu'aujourd'hui, le secteur du logement public n'a pas joué son rôle contracyclique et ne joue pas son rôle contracyclique parce qu'il a été privé de moyens, notamment par le fait d'avoir contraint à baisser les loyers du fait de la baisse des APL, ce qui a amputé un certain nombre d'acteurs publics de leur capacité d'investissement. Et c'est ce qui s'est fait historiquement depuis 50 ans, c'est-à-dire que dans les périodes difficiles, en particulier pour toute l'activité de promotion immobilière, le secteur public joue un rôle contracyclique. Ministre de droite, ministre de gauche, ministre écolo, c'est un peu la règle et c'est ce qui ne se passe pas en ce moment. Ensuite, je parlais de la question des normes, je pense que le débat doit s'ouvrir parce qu'on a beaucoup privilégié les économies d'énergie en hiver, mais la question du confort d'été est une question qui, à mon avis, est une question absolument essentielle, et notamment de la ventilation. Parce que je parlais de réponse évidente, le plus efficace, c'est la ventilation nocturne et des volets. Voilà, c'est une réponse technique très basique. Et ensuite, est-ce qu'il doit y avoir un soutien à la filière, notamment à la filière de rénovation, et avec le fait d'éviter les stop and go dans la politique de rénovation thermique, j'en suis 1 million de fois convaincue. Ensuite, sur la question de l'aménagement urbain, Monsieur Tête, je pense que là, ce qui est passionnant, c'est que les travaux sont en cours, notamment sur la présence de l'eau en ville, sur le fait de créer des circulations d'eau. Il y a plein de travaux aujourd'hui d'urbanistes, de réflexions qui sont en cours, sur lesquels on n'a pas encore complètement de retour, mais il va falloir forcément réinventer nos villes, et la question patrimoniale va se poser. C'est évident pour les toitures en zinc de la ville de Paris, qui pourtant sont aussi un enjeu patrimonial, mais ça va se poser à l'échelle plus large. Je le dis, j'en ai pas encore parlé, mais toutes les constructions qui sont des constructions à pans de bois, qui sont elles aussi extrêmement patrimoniales.
sont des constructions qui ont pu résister depuis, pour certaines, plusieurs siècles, mais qui, face à des périodes d'humidité très importantes et d'engorgement de l'eau dans les sols, sont soumises à des risques d'effondrement. Et donc, on n'est pas à l'abri. C'est ce qui s'est passé à Bordeaux récemment. C'est qu'une partie de notre patrimoine urbain, y compris dans les bourgs, qui vivent leur vie de manière extrêmement stable, parfois depuis 250 ans, se retrouvent en situation de grande fragilité par un engorgement des sols, pas du tout adapté à ce type de construction. Et ça, par exemple, on n'a pas bien anticipé. Et donc là, pour le coup, pour vous répondre, il va peut-être y avoir des petites communes où tout le centre-ville, qui vivait vraiment sa vie très très tranquillement depuis 200 ans, va tout d'un coup être menacé d'effondrement avec des évacuations de population du jour au lendemain. Et là aussi, la question de la solidarité va se poser. Ensuite, sur la question de l'articulation entre État et collectivités territoriales. Je pense vraiment que c'est la question essentielle. La solidarité, elle peut se faire qu'à un niveau supérieur. C'est la même logique que les assureurs, c'est la même logique que les mutuelles. Et donc, il va falloir organiser cette solidarité. Il va falloir organiser entre les départements, entre les collectivités, et ça va être compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut que des territoires qui sont moins menacés financent les conséquences de ce qui se passe dans des territoires plus menacés. Je rajoute une couche de complexité. Quand je parlais de l'hôpital de Nantes, si l'hôpital de Nantes, 2 mois après sa construction, 3 mois après, 2 ans, 3 ans, en fait, on se rend compte que c'est plus possible parce qu'en plus, toutes les installations de production d'énergie, etc., sont mises dans les sous-sols qui eux-mêmes sont encore plus inondés. Ben, on va dire, attendez, vous avez quand même exagéré de continuer à faire ça. Quand on répondra à certains élus qui ont continué à délivrer des permis, ben, c'est vous qui avez délivré des permis et maintenant vous voulez qu'on indemnise vos habitants. Je pense en particulier aux zones littorales où le prix de l'immobilier a énormément cru et a continué après. On va dire aux gens, bah, en fait, vous êtes gentils, mais votre maison, nous, on l'évalue à 200 000 € et pas à 1,2 million. Enfin, cette question-là va être extrêmement compliquée. Donc, c'est pour ça qu'on attend beaucoup de choses du PNAC. Parce que si on n'a pas ce dispositif conçu au niveau national, discuté et territorialisé, qui organise la solidarité, on va se retrouver à des moments de fracas. L'histoire du Signal, ce sera vraiment rien du tout par rapport à ce qu'on a devant nous. Donc, je crois vraiment qu'il faut ce niveau de décision au niveau national qui soit une forme d'obligation impersonnelle. Je dis souvent, en anglais, il y a 2 façons de dire tu dois, you must et you have to. You must, c'est moi qui te dis que tu dois faire quelque chose, je t'oblige. Et you have to, c'est tu dois parce que c'est une obligation impersonnelle. C'est un peu comme le ZAN, c'est un peu comme d'autres. C'est aidant aussi pour les collectivités territoriales d'avoir cette forme d'obligation impersonnelle qui pèse sur nous tous, parce que c'est très dur pour un élu local, et c'est pour ça que, franchement, cette idée, ça a été dit par le ministre Béchu dans son intervention, ça va être le sujet des collectivités locales. Franchement, j'allais dire, c'est pas sympa. Ouais, c'est pas sympa avec les maires. On va se retrouver avec des maires qui vont se retrouver tout seuls face à leurs habitants, avec des enjeux financiers qui sont inaccessibles pour une commune ou même pour une intercommunalité. Donc, il faut absolument anticiper cette solidarité. Enfin, pour terminer sur la question du fret ferroviaire, évidemment que c'est une de nos plus grandes erreurs, je pense, historiques récentes, d'avoir pas du tout organisé la capacité de valoriser un moyen de transport des marchandises qui ne soit pas émetteur de gaz à effet de serre. Et pour vous dire, j'ai assisté sous mes yeux au démantèlement d'une décision qui avait été pourtant prise à l'unanimité de l'Assemblée, en l'occurrence l'écotaxe poids lourd, qui avait commencé à produire des effets, qui a été suspendue, puis annulée. Sans doute une des erreurs de politique publique les plus majeures, parce qu'en fait, le fret ferroviaire ne peut pas réussir si le transport sur la route n'est pas payé à son vrai prix, ce qui est aujourd'hui la réalité. Une partie du transport sur la route est subventionnée par les impôts des Français. Et face à ça, on souhaite que le fret ferroviaire soit rentable, avec des péages qui sont des péages élevés, mais on aboutit à la situation dans laquelle on se trouve. Et il me semble pourtant que défendre cette filière, ne pas perdre l'intégralité de nos trains, je vais donner un exemple ferroviaire intéressant, la relance des trains de nuit, elle est freinée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'intégralité des équipements, c'est-à-dire des voitures, lits, ont été vendus, notamment à un certain nombre de pays de l'Est, en particulier la Roumanie. Donc en fait, on n'a plus de matériel. Et ça a été un des freins à la relance des trains de nuit en France. Et ça l'est toujours. C'est la même chose
avec le fret ferroviaire. Et donc si on perd et l'expertise professionnelle et les matériels, on aura beaucoup de mal à relancer cette activité qui pourtant est une des outils les plus efficaces pour faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre du transport des marchandises. Je crois, Monsieur le Président, avoir répondu à l'ensemble des questions que vous avez posées et je vous remercie beaucoup de votre attention et je compte, en tant que directrice générale d'Oxfam et en notre nom à tous, beaucoup sur votre engagement en tant que membre de cette commission pour essayer d'infléchir des décisions qui ont été regrettables. Je pense, oui, que la baisse du budget du ministère de l'écologie sera un immense regret, y compris pour ceux qui, aujourd'hui, seraient tentés de le soutenir. Merci, Madame la directrice générale, Madame la ministre. Merci pour l'attention que vous avez portée aux différentes prises de position des collègues. Par expérience, on sait que ce n'est pas forcément un exercice qui est toujours simple, mais vous avez pris le soin de répondre à chaque parlementaire avec attention. Et je crois que c'est une marque d'intérêt vis-à-vis de la représentation nationale qui mérite à être soulignée. Merci, chers collègues. On se retrouve mercredi 22 mai dans cette même salle pour l'audition de Monsieur Olivier Sichel.